Tout d'un coup, ça devenait logique et surtout, ça me donnait une place dans la filiation. Il y avait ce fait de prendre conscience que ce qui se passait à travers mes mains, à travers toutes ces perceptions, en fait, c'était un cadeau de toute ma lignée. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Comment est-ce qu'un jour on sait ? On sait que l'on a reçu un don. Ou plutôt on ne sait pas, mais l'idée nous vient de poser notre main pour soulager une douleur, pour libérer une émotion. Finalement, on ne sait pas plus que ce qui inspire un jour le peintre à prendre le pinceau. On ne sait pas pourquoi un jour on développe un don de guérison. Pourtant, vous l'entendrez avec Alain Chevillon, magnétiseur, ce n'est pas parce que le don se présente très tôt dans votre vie que vous en faites tout de suite votre art. Même s'il a toujours été dans l'accompagnement, sa présence à l'autre a pris de multiples formes. Bienvenue dans un épisode éclairant et apaisant. Avec Alain, nous allons parler d'une enfance où l'on se sent différent, de lignée familiale et du mental qu'on laisse au vestiaire pendant les séances pour laisser parler le cœur. Bonjour Alain et bienvenue dans La Petite Voix. Est-ce que, pour commencer, s'il vous plaît Alain, vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Alain Chevillon et j'exerce depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années sur Fontenay, c'est-à-dire très proche de Toulouse. D'accord, ok, comme magnétiseur. Magnétiseur, énergéticien et ensuite aussi comme conférencier et aussi en tant qu'écrivain. Bon, on va revenir sur tout ça pendant notre entretien. Une première chose que je voulais évoquer avec vous, Alain, avant de rentrer dans le détail de votre parcours, c'est quelque chose que vous m'avez dit lorsqu'on s'est parlé pour préparer l'entretien et qui m'a interpellée. Vous m'expliquiez qu'en fait, vous n'aimez pas le mot spirituel. Et pourtant, quand je vous écoute, quand je lis des choses sur votre site internet, c'est quand même au cœur de votre pratique et j'ai envie de dire aussi de votre philosophie de vie. Donc je voulais vous interroger un peu là-dessus. Alors, bien évidemment, c'est plutôt le mot spiritualité, le fait qu'il me gêne, n'est pas dans sa substance, mais plus dans son utilisation. Parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, mais pour faire un petit jeu de mots, sans vouloir être prétentieux, je l'appellerais plutôt spiricœuralité. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est, comme toute chose, c'est le cœur de toute chose. Et dans la spiritualité, le cœur de la spiritualité, c'est avant tout un acte d'amour, de reliance et de pouvoir effectivement se connecter dans la simplicité, dans l'humilité avec tout le vivant. Tandis que la spiritualité aujourd'hui, souvent, pas toujours bien évidemment et pas par tout le monde bien sûr, mais c'est souvent une réflexion intellectuelle à travers des dogmes, à travers des croyances, à travers des choses qui en fait nous éloignent de cette simplicité. Parce que je dirais que la spiritualité, si on en revient à son essence, elle se résume à peu de choses, et d'ailleurs comme Jésus l'a exprimé en son temps, aimez-vous les uns les autres, tels que je vous ai aimé, ou aime ton prochain comme toi-même. Donc, à partir de ces deux phrases,
que je ne positionne pas dans le domaine religieux, même s'il appartient au domaine religieux. Oui. Mais c'est pas mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est que la spiritualité serait de vivre à partir de l'esprit. Mais on confond un petit peu l'esprit et le mental. Donc, la spiritualité pour moi, c'est vivre à partir du cœur, à partir de cette chose en nous qui unit et qui ne sépare pas. La spiritualité n'est pas une pratique, c'est un art de vivre et un art de communiquer avec le vivant, tout simplement. Bon, belle entrée en matière, merci, c'est intéressant. J'aimerais qu'on parle de vous maintenant, puisque vous me disiez que vous venez d'une famille de guérisseurs, Mhm, mais pour autant, la voie n'a pas été toute tracée. Vous avez eu une autre vie professionnelle tout à que fait. celle que vous exercez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours? Disons que, en réalité, je fais un petit trait d'humour, mais c'est comment je me suis occupé en attendant de mourir. Vous voyez? En attendant de Voilà. mourir? Mais qui n'est pas du tout, c'est pas mortifère, hein, mon propos, hein. Oui. Pas du tout et loin de là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours eu un axe, une ligne rouge dans ma vie, c'est l'amour de l'autre. Mais l'amour de l'autre n'est pas suffisant pour effectivement vivre et subvenir à ses besoins. Mmh mh. Donc, j'ai fait un parcours scolaire, éducatif, etc., sans grande difficulté, Ouais. et j'ai fait dans le plus simple. Ma vie s'est tournée vers l'accompagnement et l'enseignement. Mmh. Pendant une longue période de ma vie, j'ai été dans l'auto-école pour enseigner aux personnes à apprendre à conduire. OK, donc l'accompagnement dans ce sens-là, ouais. Tout à fait, mais à conduire, mais surtout à se conduire. Déjà à l'époque? Ou bien évidemment, parce que mon approche était beaucoup dans le de prendre sa place et aussi de savoir garder sa place en tant que conducteur. Donc j'ai eu des échanges, pendant des années avec des personnes que j'ai accompagnées, vraiment de, je dirais, ressources autant pour moi que pour eux. Mais le fil conducteur a toujours été, avant tout ce qui s'intéressait au vivant. Très jeune, je commençais à endormir des amis. On s'amusait, et donc je m'amusais à les endormir, avec des passes avec les mains. Ah bon? Et oui, ça commençait très, très tôt. Après, j'avais aussi, parce que étant jeune, j'avais beaucoup de visions, de perceptions, de voir des formes, et cetera. Donc OK. tout ça a été compliqué parce que ça m'a fait vivre la différence avec les autres. Donc ça a été plutôt douloureux qu'agréable, hein. Parce que vous avez des perceptions, est-ce qu'on peut dire, médiumniques? Oui, on peut dire ça, oui, on l'appelle comme ça, oui, Même bien si à sûr. l'époque c'était pas peut-être avec ces mots-là, mais c'est ce que vous viviez, mais vous vous rendiez compte que ça, c'était une expérience que les autres ne vivaient pas et donc ça vous marginalisait un peu? Et beaucoup parce que, en fait, mes parents étaient pas réceptifs à ça. Du Ah! moins, ils le prenaient avec, beaucoup d'humour, et après, je me sentais pas légitime d'en parler parce que, d'abord, je comprenais pas ce que c'était. Oui, C'était des choses qui faisaient plus peur et oui. qu'autre chose. Donc, d'une certaine manière, j'ai pris ça comme un monde intérieur, et avec, une double réalité. Ce que le monde avec, tous ces phénomènes, Mmh. et les perceptions intérieures qui étaient séparées. D'accord. Et par contre, effectivement, j'ai adoré m'instruire un petit peu sur toutes les littératures de gens qui soignaient d'une manière un peu particulière, mais sans m'identifier à eux, parce que jamais j'ai eu cette chose-là. Pour moi, j'étais ni guérisseur ni rien du tout. J'étais intéressé par tout. Donc, comme j'avais des perceptions particulières, j'entendais, du moins je recevais des messages un peu particuliers aussi. Mmh. Donc, j'étais un petit peu comme une espèce de prisme composé comme un arc-en-ciel, sans savoir quelle était la couleur dominante. Mmh. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous aviez toutes ces facultés-là, je sais pas quel mot mettre, mais qu'en réalité vous ne saviez pas bien quoi en faire? Donc, il y avait, ça créait chez vous à la fois une envie d'en savoir plus, notamment vous parlez de différents types de guérisons, j'imagine par, énergétique ou par magnétisme? Disons, à la fois, je voulais pas en savoir plus, je crois que je voulais en savoir moins.
Vous en aviez trop vu, en fait. Vous auriez voulu ne pas savoir. Oui, parce que, je veux dire, quand on est enfant, on a envie de vivre son enfance, son adolescence, on a envie de partager avec nos contemporains des choses contemporaines. Oui, Et effectivement, je pense que j'arrivais pas à adhérer à j'ai jamais été un footeux, j'ai jamais été un rugbyman, j'ai pas tout ça pour moi, j'avais pas d'affinité vis-à-vis de tout ça. mmh, Donc c'était plus peut-être un handicap qu'autre chose. C'est pour ça qu'en fait, je voulais en savoir moins, oui. mais à la fois j'avais envie d'avoir des réponses quand même. Oui, c'est ça, vous étiez tenaillé un peu entre, l'envie d'être comme tout le monde et C'est ça. puis, vous sentiez qu'au fond de vous, il y avait quelque chose qui vous appelait, malgré tout. Complètement, tout à fait. Et effectivement, c'est en fait vers l'âge de 15 ans que les choses se sont éclairées pour moi et ont commencé à prendre sens. C'est-à-dire, quand mon père, un jour, m'a expliqué qu'on était une lignée de guérisseurs. Pardon, je vous interromps, mais Je parce vous en prie. que comment expliquez-vous qu'il ait fallu attendre 15 ans pour que cette information arrive jusqu'à vous? Il reste, une certaine interrogation pour moi que mon père m'a vaguement expliqué, mais m'avait pas expliqué profondément. C'est moi qui en ai fait un peu la déduction plus tard. C'est que mon père était un grand chef cuisinier, Ouais. qui était un homme passionné, mais vraiment passionné par son métier, Mmh. ce qui a fait qu'il a un peu oublié son rôle de père, mais ça, c'est autre chose, hein. Ah, Et comme, on lui avait transmis le don, il devait avoir, je crois 6 ans à peu près, je crois, si je me trompe pas, ou un peu avant. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'il avait complètement oublié cette qualité qu'il avait en lui. Et en fait, cette qualité s'est révélée quand il était cuisinier, parce qu'il y avait des personnes qui travaillaient avec lui qui se brûlaient, parce que bon, oui, c'était normal, ou en qui se cuisine, ça arrive. coupaient, Oui. voilà. Et il mettait la main, ça arrêtait le feu, ou il y avait des brûlures, le sang s'arrêtait de couler, mais il s'était pas tout à fait interrogé si ça pouvait venir de sa lignée. Et je pense qu'il a dû s'en rappeler à un moment, et voyant que moi j'étais intéressé par, tout ça, Ouais. naturellement un jour on en a parlé. Ça n'a pas été une grande discussion, il m'a simplement dit qu'il se souvenait de son arrière-arrière-grand-père avec qui il était très souvent et qui était un guérisseur dans la Drôme. OK. Et ce grand-père qui était en fermage, il y avait tous les soirs des gens qui venaient avec des grosses blessures, des choses, apparemment graves, et il soignait ces gens-là. C'est étonnant, c'est comme si vous étiez venu pour, toquer à la porte de votre, père pour lui dire, «Rappelle-toi», parce que quand vous évoquiez tout à l'heure ces perceptions que vous avez enfant, ce que vous nous dites, c'est que vos parents, ça les fait, soit, au pire, doucement rire, soit vraiment ça les fait pas réagir du tout. Ça aurait pu déjà réveiller ça en lui par contre, ces histoires de famille? Je pense que c'est, effectivement l'interrogation de voir mon intérêt, parce que dans cette période-là, il m'arrivait de soigner des copains, mais je pense que mon père voyant ça, ça l'a interpellé, et effectivement, je pense que ça lui a permis de faire ressurgir des mémoires enfouies. Mais alors pardon, quand vous dites que vous aussi vous soignez des copains, à quel moment vous vient l'idée de le faire et de pratiquer tel ou tel geste? Je sais pas. C'est vrai que je me suis posé la question souvent, et je me dis peut-être c'est un petit peu comme un peintre. Pourquoi à un moment il prend des pinceaux et il a envie de peindre? Ou pourquoi on a envie de telle ou telle chose? Je pense qu'il y a quelque chose en nous qui vient à notre conscience et qui fait que on a envie d'avoir envie de quelque chose, mais sans en comprendre vraiment l'origine. Du coup, j'allais presque dire, est-ce que ça vient vraiment à la conscience ou est-ce que ça s'impose à vous, sans passer par la case consciente justement? Comme vous dites, Oui, ben, vous allez tout poser à les fait. mains pour soigner, mais alors pourquoi, comment? Quelque chose vous échappe en fait. Ah, complètement. Et aujourd'hui, j'ai cessé de me poser des questions par rapport à ça, parce que ça ne serait que de la prétention d'abord, mais effectivement, ça fait partie des mystères et qu'il est dommage même à la limite de salir en voulant leur donner des raisons. Oui, en fait, c'est comme ça. Quelque chose de plus grand que vous. Exactement. Je pense que c'est comme une fleur, hein, il est bien suffisant de ressentir son parfum, il n'est pas besoin de savoir pourquoi elle est là. Ouais, tout à fait juste.
Je reviens donc au jeune homme de 15 ans là, qui vient d'avoir cette conversation avec son père et découvre qu'en fait, il descend d'une lignée de guérisseurs. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait à ce moment-là? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que Oui, ah, je pense que ça a été un moment charnière ouais. parce que tout d'un coup, ça devenait logique et surtout, ça me donnait une place dans la filiation. Ah! C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait ce fait de prendre conscience que ce qui se passait à travers mes mains, à travers toutes ces perceptions, en fait, c'était un cadeau de toute ma lignée. Ah, donc ça vous reliait à vos ancêtres. Complètement. Malgré tout, cette, information vous permet de mettre du sens, Mmh. de mieux comprendre pourquoi ces perceptions, pourquoi ces envies de guérir en apposant les mains, mais vous allez pourtant suivre un chemin plutôt classique et comment l'avez-vous dit tout à l'heure, sur le fait de c'est ce qui allait vous amener à votre mort, tranquillement ou quelque chose Oui, comme ça? s'occuper en attendant de mourir. Voilà, s'occuper en Voilà. attendant de mourir. Donc Donc quand j'ai compris ça, et c'est vrai que ça a été une charnière. Déjà, j'ai compris que j'avais quelque chose de particulier, ouais, que cette chose-là, avait du sens et servait à quelque chose. ouais. Je savais pas encore comment, quoi. Bon, j'ai pratiqué avec plus de tranquillité, plus de confiance et je voyais des choses qui se passaient donc c'était plutôt une récupération un peu égotique dans cette période-là, avec l'idée que j'avais un pouvoir, sans comprendre que c'était un don et que le don, c'est le fait de donner. Mais ça posait pas de problème. Ça m'a permis quand même de passer une adolescence plus tranquille quand même. Mais pour autant, vous pratiquiez peu enfin, c'est quoi? C'est des copains qui viennent vous voir parce que justement ils se sont foulés une cheville au foot, ce genre de choses? Des petites choses de cet ordre-là. OK, De cet ordre-là, parce qu'il arrivait des fois que j'arrive à un endroit et que je disais: «Tiens, il y a quelqu'un qui a mal à tel et tel endroit». Donc la personne me disait: «Ah oui, moi c'est moi, j'ai mal là». Donc je le soignais. les gens n'ont pas besoin de vous le dire ce qu'ils ont, c'est que Ah vous non, pas du tout. en arrivant dans la pièce, par exemple, vous sentez que, un tel doit avoir ça, c'est ça? Voilà, disons Ah que oui, quand même, dans ma c'est très pratique, aiguisé. voilà, dans ma pratique, en fait, les personnes qui viennent me voir n'ont pas forcément besoin de me dire où ils ont mal ou quoi que ce soit. Disons que je le ressens directement sur moi et à partir de là, je fais des soins en fonction de mon propre ressenti. D'accord, Donc effectivement, bon, parce que des personnes vont dire: «Oui, j'ai mal à un genou», mais en fait, je vais voir la douleur, qui va se passer au niveau des cervicales, donc je vais travailler d'accord. principalement au niveau des cervicales, sachant que la douleur au genou ne va être qu'une douleur projetée, en fait. Oui, un symptôme de cette, douleur au cervical, d'accord. Voilà. Donc quand même, votre don est déjà bien aiguisé à l'époque? Ah oui, oui, il est tout à fait. Mais pour autant, vous vous lancez dans ce métier plus classique d'auto-école pour vous occuper avant de mourir? Exactement et pour aussi bien m'occuper, c'est-à-dire Oui. que ça me permettait d'avoir une vie, tranquille, agréable, avec du temps et beaucoup de choses, je veux dire que c'était une période de ma vie qui a été vraiment très agréable, hein. Oui, vous aimiez ce travail-là, c'était pas quelque chose par défaut comme parfois on peut subir, un job? Pas du tout et surtout, il y a une raison qui fait que je voulais surtout pas le quitter. C'est arrivé plus tard, mais parce qu'un jour, j'ai reçu un message, et on me disait: «Le jour où tu accompagneras les personnes, tu n'auras plus de vie privée». Oh! Donc, quand j'avais entendu ça à l'époque, je m'étais bien juré de surtout pas mettre le doigt dans l'engrenage. Donc on est d'accord que le message dont on est en train de parler, c'est pas un email reçu d'un ami, Pas du tout. mais bien un message que vous avez canalisé, C'est ça, par, certainement un de vos guides qui vous a c'est ça. un peu comme mis en garde en vous disant: «Le jour où, tu utilises pleinement ce don, tu n'auras plus de vie privée», c'est ça? Voilà, mais disons que c'est pas une mise en garde, c'est une, maintenant je le comprends bien évidemment ce qui voulait être dit. Vous savez, quitter sa vie privée, c'est quitter ses petits soucis, égotiques Mmh. et donc c'est s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus grand et quitter, je veux dire sa vie personnelle ou son petit Ouais, personnel, ouais. c'est pas du tout un problème, c'est vraiment une grâce divine. Oui, c'est de l'ordre du sacerdoce, là, la manière dont vous Bien le sûr, dites, c'est ça? bien sûr. Donc je reviens à cette première partie de vie, professionnelle, je crois que ça a duré 20 ans quand même, que vous avez dirigé votre auto-école Oui, tout à fait. et quand même, vous nous l'avez dit, déjà, on était un peu plus que, appuyer sur l'embrayage et mettre le clignotant au bon moment. Ah oui, tout Vous à aviez fait. déjà
cette dimension-là en vous d'accompagnement humain. Oui, tout à fait, parce que dans cet apprentissage, c'était de pouvoir mettre en exergue les potentiels des personnes qui venaient apprendre, qu'ils prennent confiance. Apprendre à conduire, c'est devenir autonome. Oui, Donc, c'était tout ce schéma-là. Bien évidemment qu'il y avait des automatismes à obtenir, oui, mais c'est secondaire, en fait. C'est prendre sa place dans un mouvement de vie qui est les automobilistes. Donc effectivement, c'est avant tout, une relation quasi thérapeutique d'une certaine manière, parce que quand un élève venait apprendre et qu'il était dans un stress énorme, il fallait pouvoir être dans la rassurance et oui. l'aider à sortir de ça pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Il y avait quelque chose de très agréable, très tendre, parce que c'était un rapport de confiance qui s'établissait. Ouais, c'est beau de pouvoir vivre ça. Oui, oui, non, tout à fait. Et pourtant donc ça va durer 20 ans, mais il y a un moment où quelque chose bascule. La bascule, elle s'est faite d'une manière où, j'en suis toujours étonné parce que quand je repense à ce moment-là, j'ai toujours ce sentiment qu'une force s'est mise en mouvement comme pour dire, voilà, maintenant c'est le moment. Et donc, ce moment est arrivé, un jour où mon père m'a appelé. Oui. Et mon père était un homme très cartésien, très bon vivant, il m'appelle et je le sentais en état de panique. Et il me dit, Alain, il faut absolument que je te voie très très vite. Je crois que je deviens fou. Et il commence à m'expliquer que dans un rêve, il s'est senti aspiré dans un lieu Ouais. et que dans ce lieu, il y avait plein de lumière et il entendait des voix. Donc, il y a des choses qu'il ne m'a pas dites, qu'on lui a dit, mais on lui a dit surtout: «Maintenant, il faut que tu transmettes le don qui t'a été donné à ton fils». Oh! Et donc il me dit: «Il faut que tu viennes, il faut que je te transmette, le don». Et donc, j'y suis allé Ouais. et on a fait un petit rituel. J'ai vraiment senti que dans ce rituel, il y avait quelque chose de très fort, au niveau vibratoire OK. et je me sentais empli de quelque chose. Il faut bien concevoir que l'énergie, en fait, ce n'est que de l'information. Quelle que soit l'énergie, c'est une information qui circule. Mmh. Donc, dans cette énergie qu'il m'a transmise, c'était cette information qui venait de toute la lignée. D'accord. Une fois que ça a été fait, il me dit: «Mais il y a une partie du don qui avait été donnée à sa sœur, donc à ma tante, Oui. et mon père m'avait dit: "Je lui en ai déjà parlé, mais elle ne s'en souvient absolument pas"». Je me disais: «Bon, c'est comme ça». Donc, je suis reparti chez moi. J'étais très, très, très bousculé. Surtout que je sais plus si c'était la nuit qui a suivi ou du moins une des nuits qui ont suivi. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, on me demandait de récupérer le don de cette tante pour que ce don soit complet. Et donc effectivement, ce que j'ai fait d'abord la première chose, j'ai appelé ma tante et je lui ai expliqué et elle me dit: «Écoute Alain, ton père m'en a déjà parlé, mais je me souviens absolument pas». J'ai pas insisté. 15 jours ou 3 semaines après, je sais pas, dans ces délais-là à peu près, j'avais décidé d'aller voir mes parents. Mmh. Quand je les appelle pour leur dire et ils me disent: «Tiens, au fait, il y a ta tante qui va venir, à ce moment-là». Ouais. Je prends l'information, mais sans du tout, repenser effectivement, au fait qu'elle avait ce don qu'elle devait me transmettre, étant donné que mon père lui en avait parlé, Oui. moi je lui avais appelé et elle m'avait et à chaque fois elle disait qu'elle s'en souvenait pas. Oui. Oui, donc le sujet était un peu clos, quoi. Ouais. Pour moi, il était clos, en fait, hein, et on est en train de manger avec mes parents, là, on sonne à la porte et donc je sors et c'était ma tante et mon oncle qui arrivaient et je vais vers elle, elle me regarde et elle me dit: «Mais Alain, je me souviens de quelque chose». Tout d'un coup, elle se ressouvenait En vous voyant? sans qu'il y ait eu un mot, de dit et cetera Oh! et donc elle m'a dit: «Écoute, comme tu m'as expliqué, on va faire un petit rituel et je vais transmettre ce don-là». Et c'est ça qui a été assez étonnant, c'est que en fait, mon père et sa sœur, donc ma tante, dans le rituel où ils l'ont transmis, Ouais. ils ont fait tous les 2 exactement le même rituel, sans le savoir. Alors que c'était fait, a priori, de manière très intuitive? Exactement, et en fait, ce rituel, c'était exactement le rituel Incroyable. de cet arrière-grand-père Baptiste, leur avait transmis le don. Et donc, effectivement, mon père avait 6 ans et cet arrière-arrière-grand-père avait appelé mon père, à peu près, 1 semaine avant de mourir
Et rien ne préjugeait qu'il allait mourir d'ailleurs, hein. Ouais. Donc il a d'abord appelé mon père qui devait avoir 6 ans et il lui a transmis le don pour tout ce qui était à partir du feu, c'est-à-dire toutes les maladies inflammatoires, et OK. cetera. Et après, il a transmis à ma tante tout ce qui concernait le sang. En vous écoutant, j'arrête pas de me dire que quand même, on a parfois des connaissances qui nous dépassent, qui ne sont pas du tout qui ne passent pas par la case mentale, mais Complètement, dont on ne peut que constater complètement. qu'elles sont là. C'est ça. Ce qui m'étonne en vous écoutant, j'ai plusieurs questions en fait autour de cette notion du don. Déjà, je découvre qu'on peut, comme l'a fait, votre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, pardon, Oui, on peut diviser le don. C'est-à-dire que lui aurait pu choisir, par exemple, votre père pour lui donner tout, mais en fait tout non, à fait. il a divisé le don entre les 2. Ça, c'est étonnant déjà. Je pense que dans mon cas, je sais pas, peut-être, quand ça sera le moment de le transmettre, j'aurai cette capacité-là peut-être, mais aujourd'hui, je suis incapable de comprendre comment cet homme, qui était d'une grande simplicité, hein, avait cette intelligence et cette connaissance, vibratoire énergétique. Ouais. Ça, j'en sais rien. Et ce qui est étonnant également et qui m'interpelle dans votre récit, c'est que on voit bien qu'avant qu'il y ait eu un quelconque rituel avec votre père ou votre tante, vous aviez déjà quelque chose qui était là. Mais ça a été décuplé C'est ça. à travers un rituel. Donc en fait, ça m'interroge sur ce que c'est que le don. Est-ce que c'est quelque chose de génétique qu'on va pouvoir exploiter comme ça dès très, très tôt? Est-ce que, il y a vraiment quelque chose à transmettre comme ça a été le cas? Voilà, ça me questionne en fait. Je pense qu'effectivement, il y a une question effectivement génétique, quoi. On est tous porteurs de notre lignée parce que bon, on est issus uniquement des chromosomes de nos parents et de Ouais, nos grands-parents, et cetera. Donc sans ça, on n'existe pas. oui, Donc on est comme une espèce d'hologramme de nos lignées. oui. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette énergie qui est transmise par les chromosomes, ce n'est que de l'information. Et je pense qu'il y a un potentiel, mais ensuite il faut mettre des logiciels. Et je pense que c'est ce logiciel qui est arrivé jusqu'à moi. Et c'est à partir du moment donné où vous avez eu le logiciel ou les logiciels, si j'ajoute aussi celui de votre tante, c'est là que vous vous êtes dit: «Je veux en faire mon métier»? Non, pas du tout. Ah! J'étais toujours, ah non, pas du tout. Vous J'étais aviez quel âge toujours, quand il y a eu cette transmission-là? je vais dans la trentaine, hein. Vers la fin de la trentaine à peu près, je pense. D'accord. Je dirais qu'à ce moment-là, je peux dire que le destin m'a échappé en fait. Ah! À cette époque-là, j'étais marié Ouais, avec une femme qui avait un institut de beauté ouais, et elle m'a demandé si je voulais bien venir soigner des personnes. J'avais dit pourquoi pas. Et au bout de 3 semaines, un mois, je commençais à avoir de plus en plus de monde et je me sentais pris dans quelque chose que j'aimais, hein, il y a pas de souci. oui. Mais il y avait quelque chose que je sentais d'irréversible. Ah! Ça vous a dépassé? Ah, complètement. Et je m'occupais encore de l'auto-école, mais j'y étais de moins en moins. Ça a duré peut-être 2-3 ans où j'ai mené un petit peu les 2 de front, OK. mais tout en étant quasiment plus à l'auto-école. Et j'étais de plus en plus dans les soins jusqu'au moment où c'était même plus envisageable de m'occuper de l'auto-école. D'accord. Pourquoi c'était plus envisageable? Par manque de temps ou aussi par envie? Par manque de temps et aussi, comme, j'avais pas mal de salariés dans l'auto-école, Ouais, gérer, tous ces problèmes administratifs et cetera, ouais. les énergies n'étaient plus compatibles. D'accord. Donc là, vous avez arrêté cette activité d'auto-école pour pleinement vous consacrer au magnétisme et lancer, votre cabinet. C'était il y a une vingtaine d'années, si je dis pas de C'est bêtises? ça. D'accord. Donc depuis 20 ans, vous recevez des personnes dans votre cabinet. Pour quel type de raison on vient vous voir? Je dirais tout. OK. Quand je dis tout, ça passe bien sûr par, toutes les pathologies physiques, de la verrue au malheureusement jusqu'au cancer, que je ne guéris pas bien évidemment, hein. J'ai pas du tout, ce sont des maladies qui sont bien trop compliquées, mais où effectivement, ça donne un grand, grand confort aux personnes, Oui, ça évite très souvent des effets secondaires délétères et cetera et il oui. y a un niveau de récupération des fois qui est assez surprenant. Alors merci pardon, je veux juste faire une parenthèse là-dessus parce que je suis concernée. Moi, j'ai eu un cancer du sein il y a 5 ans et à l'époque, j'étais effectivement accompagnée par, une personne comme vous, une magnétiseuse
Alors il y a plusieurs choses dans ce qu'on est en train de dire par rapport à ça et c'est, vraiment important donc j'aimerais qu'on prenne le temps qu'on en parle. Si j'entends bien ce que vous dites, jamais dans votre discours, vous n'allez à l'encontre des traitements Ah non, bien sûr, classiques, et médicaux oh, que que non. conseillent les oncologues. Disons que, vous savez, on ne peut pas guérir d'une maladie sans en avoir vraiment compris l'origine. Oui, Voyez, donc, quand j'accompagne la personne, le traitement médical que j'encourage, parce qu'effectivement, on n'est plus à l'époque du Moyen Âge, je veux dire que dans la médecine, tout bon guérisseur ne sera jamais aussi efficace pour un mal de tête que du Doliprane. Donc, il faut revenir dans une humilité. oui, Mais par contre, c'est cette coopération qui est essentielle quand une personne est malheureusement dans les cancers du sein. oui. Je reçois beaucoup de personnes par rapport à ça. Il y a d'abord essayer d'aller creuser un petit peu si effectivement cette maladie est génétique ou si elle est traumatique. Mmh. Et effectivement, tant qu'on n'a pas compris le trauma, on ne peut pas en guérir parce que la maladie est une réponse du corps pour nous aider. Je vais prendre un exemple par rapport à ça. C'est une dame une fois qui est venue me voir et qui avait un cancer du sein Oui. et on faisait un travail comme ça et tout d'un coup elle dit: «Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais pu quitter mon mari». Et quand elle l'a exprimé, Oui, elle a été sidérée parce qu'elle ne s'était jamais avouée en fait. c'est fou, ouais. Mmh mh. Donc, l'accompagnement que je fais avant tout, c'est un travail de conscience, quelle que soit la maladie, se tordre une cheville, Pourquoi à ce moment-là la cheville ne tient pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une faiblesse à cet endroit-là? Donc, ma réflexion n'est pas une réflexion Mmh. intellectuelle, c'est une réflexion psycho-émotionnelle. Donc, ce n'est pas que la D'accord. personne parte avec un savoir de plus, mais une émotion de moins. Ouais, donc pardon si je reprends le fil de la question et c'est moi qui l'ai fait un peu divaguer, pardon, mais donc vous expliquez que vous accompagnez des personnes pour des maladies physiques plus ou moins graves, donc de la verrue au cancer. Quels autres, Je fais beaucoup d'accompagnement sur le mal-être, sur les dépressions, les burn-out, toutes ces choses où les gens ont besoin d'avoir une réponse. Donc, je fais un accompagnement. Bon, je fais aussi un accompagnement de connaissance de soi, bien évidemment. Mais tout ça est lié, c'est difficile de les séparer. Quand une personne va venir me voir, quelle que soit la raison, je vais avoir un regard global de la raison pourquoi elle vient me voir, la raison réelle et la raison cachée. Oui, parce que si je reprends l'exemple du cancer, mais ça pourrait marcher peut-être pour un burn-out, on vient vous voir évidemment avec cet élément-là factuel à l'instant T et vous, en fait, vous nous aidez à remonter à la racine de ce qui n'est finalement qu'un symptôme et qu'est-ce que ça vient raconter, en fait? Tout à fait. Et j'accompagne ça par un travail, bien évidemment, de magnétisme qui va venir apaiser, qui va venir réparer au niveau vibratoire et au niveau physique, les choses qui peuvent être abîmées dans le corps. Ouais et du coup, comment se passe une séance? Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de place donnée à la parole, notamment à la parole de la personne pour qu'elle puisse venir déposer ce qu'elle a sur le cœur à l'instant T. Donc comment ça se passe? Il y a un moment d'écoute et de conversation et après un moment de soin? Alors, ça dépend, vous voyez, il y a un moment de parole, mais je laisse pas tant la personne se déverser. C'est-à-dire que elle peut raconter son histoire à partir du mental Mmh. et ça m'intéresse pas. Ah, Donc, je vais souvent lui raconter son histoire, d'accord. qu'elle va valider et qu'elle va venir effectivement, quand elle est touchée émotionnellement, elle va parler de ça. Oui. Et là, elle parle de sa profonde vérité. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans un acte guérisseur. OK, donc là, on va assez vite dans l'échange au fond des choses, quoi. Il y a pas C'est tellement de ça, tout à place au fait. superficiel et au mental, comme vous le dites. C'est ça, Vous évoquiez le cœur en tout début d'entretien et là, on est pleinement là-dedans, en fait, tout à fait, de cœur à tout cœur. à fait. Et effectivement, comme je suis dans la lecture de la personne, je mets pas de filtre. Donc, ça peut être d'une grande douceur, mais des fois, ça peut être assez rude. C'est-à-dire? Vous avez un exemple? Oui, tout à fait. Ça remonte pas à longtemps. C'est un monsieur qui vient me voir. Il était en tension avec sa compagne. Il voulait un peu comprendre. Donc, il me raconte un petit peu. Et à un moment, je lui dis bon, maintenant,
Vous m'avez raconté vos mensonges, maintenant je vais vous raconter votre vérité. Oh! Et en lui expliquant qu'effectivement, il n'était pas la victime, mais qu'il était l'agresseur. Ah! Donc, je le fais avec beaucoup de douceur et sans aucun jugement, parce que chacun est dans son histoire. Oui. Mais je veux dire que mon fil conducteur, c'est ce que je ressens profondément chez la personne. Après, je lui demande de valider si effectivement, pour l'instant, j'ai pas eu de cas où on m'a dit que je me trompais là-dessus. Ce que vous dites de la personne, est-ce que c'est des choses que vous c'est de l'ordre de la perception? Est-ce que c'est des messages très clairs, visuels ou entendus? Comment ça vous vient? Il y a tout, il y a des images et il y a, le fait de si vous regardez un mur et que le mur est bleu, vous allez pas douter, il est bleu. Oui. C'est même pas de l'intuition, c'est comme si j'étais à l'intérieur de la personne Mmh. et que ces vécus, ils étaient pas discutables. D'accord, vous avez accès aux infos. Donc il y a ce temps de parole qui est, bah, voilà, on le voit, hein, on va directement au cœur du sujet et ensuite j'imagine qu'il y a un moment est-ce qu'il y a par exemple un moment sur une table de massage pour que vous puissiez faire un Oui, soin, les personnes effectivement, sont allongées. D'accord. Elles sont sur une table de soins parce que c'est important, parce que la position assise ou c'est une position de confrontation. Ah! Cette position allongée est une position de relâchement. Eh oui, Donc effectivement, je vais travailler, avec imposition. Je touche peu, ouais. mais je suis à proximité. Je touche peu parce que j'accompagne des personnes qui sont à l'étranger en visio et ça fonctionne parfaitement de la même manière. Est-ce que vous diriez vous tout à l'heure et vraiment l'expression m'a marquée, vous parliez de votre activité d'auto-école en disant: «Je m'occupais, en attendant la mort». Est-ce qu'aujourd'hui vous vous occupez? Ah oui, tout à Ou est-ce que fait. c'est bien plus que ça? Ah tout à Ah, c'est fait. pareil? Ah mais Vous vous complètement. occupez Disons que je aussi? revendique absolument pas ce qui se passe. J'ai jamais décidé d'avoir ces perceptions. Je sais pas comment elles se passent. Simplement, je suis dans une obéissance à ça, je fais. Mais effectivement, je suis avant tout un contemplatif. Donc moi, l'inaction, c'est ce qui me ravit. Mais la vie m'oblige à l'action. Donc je fais l'action avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais je m'identifie pas à ça par contre. C'est-à-dire, vous essayez de pas mettre de l'ego dans tout ça? Non, je sais même pas, je pense pas qu'il y en ait. Que quand une personne il y a des personnes qui vont m'appeler, d'une manière dithyrambique en me disant que c'est merveilleux et cetera. D'autres personnes vont pouvoir m'appeler en me disant: «Bon, quand je suis venu depuis ça va pas guère mieux». C'est pareil, j'estime avoir fait pareil pour l'un comme pour l'autre et le reste ne m'appartient pas. Mmh, en fait, vous faites, votre part et puis après, Complètement, à la vie et aux personnes de tout à recevoir, fait, enfin d'en faire, complètement, c'est ce qui enlève un peu de pression et voilà, remet un peu dans l'humilité aussi du coup. oui, de toute manière, c'est qu'un appel à l'humilité. C'est à partir du moment où on n'a pas décidé d'être ce que l'on est, comment on pourrait revendiquer quel que soit par rapport à ça? La seule chose qu'on puisse faire, c'est de faire de son mieux, Oui. d'être, honnête avec soi-même et voilà tout. On n'a pas à se mentir. On peut mentir aux autres, mais pourquoi faire? Et surtout, ce que j'entends dans votre discours et de tout ce parcours-là, c'est que ce don-là, finalement, vous donne une certaine responsabilité d'en faire quelque chose, Et je peux pas le dire comme ça, je me sens pas responsable. non? OK, Je me sens à ma place, c'est tout. d'accord, C'est plus simple. c'est c'est encore mieux. Pour conclure l'entretien, vous savez, j'ai quelques questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités et la première que j'aime poser, c'est savoir si vous, Alain, vous écoutez votre petite voix? Heu, disons que je pense qu'effectivement, il n'y a que celle-là qui soit présente. Oh! Parce qu'effectivement, je suis pas quelqu'un qui est dans l'anticipation ou la réflexion ou toutes ces choses-là. Il n'y a que mon ressenti, mon au profond que j'écoute. C'est ma ligne de conduite, oui, bien sûr. Et vous arrivez à l'écouter, à n'écouter que cette voix-là. Magnifique. Disons qu'elle est tellement, bavarde, qu'au bout d'un moment, j'ai plus de place pour le reste et c'est vrai que quand je dois résoudre un problème, j'ai vraiment l'impression que c'est une mécanique lourde et fatigante. Quand vous écoutez cette voix-là, tout se fait de manière fluide et simple, c'est ça? Complètement, tout à OK, fait. intéressant. Est-ce que, Alain, vous avez un rituel bien-être quotidien? De voir que la vie est belle. De prendre le temps de constater ça, en fait? Voilà,
Oui, mais juste une petite précision, c'est-à-dire je ne fais pas la confusion entre le monde et la vie. Ouais. Le monde, c'est tous ces événements, toutes ces choses des hommes qui est très discutable dans le sens qu'ils donnent à la vie. Mmh. Mais la vie, c'est ce qui sous-tend toute chose. Et Mmh. quand on se connecte à cette énergie qui est uniquement présence aimante, Ouais, on peut en ressentir le calme profond et l'amour qui irradie de cette énergie de vie. magnifique. Et Alain, est-ce que vous êtes heureux? Je crois qu'on ne peut pas être heureux tant que tout le monde n'est pas heureux. Mais je ne suis pas malheureux, C'est un bon début? complètement. Parce que, voyez, être heureux, c'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est, si on coupe ce mot en deux, c'est la bonne heure. Oui. C'est-à-dire pouvoir être d'une manière constante dans l'instant présent. Mmh. Et dans ce qui se passe dans nos vies, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Beaucoup de gens y aspirent, beaucoup de gens pensent y être, mais c'est souvent de l'illusion. Parce que quand on peut être vraiment dans cette fréquence-là, sans passé, sans avenir, effectivement, tout devient simple et on peut parler de bonheur ou d'être heureux. Mais effectivement, il y a des préoccupations, des parasitages qui très souvent nous empêchent d'être vraiment ici et maintenant. Donc, je ne suis pas malheureux, je ne suis pas heureux, mais ce que je vis, c'est vraiment cool. Eh ben, parfait, restons là-dessus. Je vous remercie beaucoup Alain pour cet entretien, pour ce partage sur votre parcours, et cette, assez incroyable lignée familiale. J'en profite aussi pour remercier Karine qui se reconnaîtra et c'est elle qui, m'a conseillé de vous contacter et elle a eu bien raison donc merci à vous Alain et merci aussi à Karine. À très bientôt. Avec grand plaisir. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.